dans l'épisode précédent. Vous savez quoi? Pour bien comprendre, revenons même un peu plus en avant que ça. D'ailleurs, je ne me suis jamais présenté. Mon nom, c'est Pedro, et je vais vous raconter ma légende de la cave. Qui suis-je? Un marin, rien de plus, rien de moins. Du moins, c'est ce que j'étais. Comme mon père et son père avant lui, je me suis enrôlé dans la belle marine de notre pays dès que mon âge me le permit. Je sais plus trop bien pourquoi. Est-ce que c'était l'appel de l'aventure qui m'avait guidé jusqu'au pont des frégates? Ou peut-être était-ce là la seule chose que je savais faire. Mais j'adorais ça. Sentir le vent des océans sur mon visage, la sensation étrange dans mon cœur quand un bateau plonge dans le creux d'une vague. Même les moments les plus durs, quand les rations s'amincissent ou qu'on perd un compagnon de route. Cela nous rappelait à quel point nous étions vivants. En presque 5 ans, j'ai servi sur de nombreux vaisseaux et sous l'ordre de quelques capitaines. Je n'oublierai jamais la sévérité, mais aussi la justesse de Monsieur de Lévesque, ni la bonhomie et la sympathie de Monsieur Jim. Ce fut aussi pour moi l'occasion de monter en grade. De mousse à premier maître, j'ai gravi les échelons un à un, et j'étais maintenant à rien d'être nommé lieutenant de frégate. Au retour de l'expédition qui se préparait alors, je pourrais diriger l'un des vaisseaux d'une flotte. Un rêve pour un petit matelot comme moi. Cette expédition, justement, ne semblait pas bien compliquée et ne devait durer que quelques mois. Une histoire de trésors à trouver sur le nouveau continent. La marine connaissait bien les lieux, nous avions l'habitude de ce genre de mission et le capitaine M. Hébert était un expert, avec plus de 40 années de navigation. Sauf que, le jour du départ, c'est un petit homme bouffi, d'à peine 20 ans, qui se présenta comme étant le capitaine de ce voyage. Un certain de Montrachour de la Perrière, que personne ne connaissait, qui avait dû se faire pistonner par papa pour quelques faveurs politiques, comme celles des 3 lieutenants de vaisseau, sûrement du même âge, qui semblaient hilars pour un rien. C'est donc à ces 3 coquards que la marine avait confié 3 galions. Je la sentais mal, cette histoire. Nous arrivâmes tout de même sains et saufs dans les Caraïbes, à Jirama, petite ville locale malfamée. J'en profitais, comme j'avais pris l'habitude de le faire, pour envoyer une nouvelle lettre à mon ami Vinus, racontant mes petites péripéties, et sans oublier de décrire les oiseaux exotiques multicolores qui pullulaient par ici. Lui, il ne connaîtrait jamais tout cela. Notre flotte reprit ensuite le large vers une nouvelle île qui devait abriter la clé du trésor que nous cherchions, le trésor de la cave. Cependant, c'est là que tout se compliqua. À peine avions-nous pu apercevoir notre destination qu'une violente tempête se leva. J'avais rarement eu l'occasion de naviguer sur des eaux si agitées, mais ce n'était rien qu'un capitaine expérimenté aurait pu surmonter. Expérimenté n'était pas l'adjectif du nôtre, de capitaine. Les ordres étaient incompréhensibles et se perdaient en explications indéchiffrables. Les lieutenants, paniqués, se contredisaient dans un cafouillage énorme. Et 4 heures plus tard, lorsque je me réveillais sur une plage d'une petite île luxuriante, il ne restait de 3 galions que quelques planches. Des 512 marins que 14 hommes et femmes. Et de mes rêves, rien du tout. 498 de mes camarades, des amis pour certains, avaient donné leur vie à des incapables qui venaient de les mener au fond de la mer des Caraïbes. Et quand je voyais l'un des survivants, un gamin qui portait un uniforme trop grand pour lui, je me demandais comment on en était arrivé là. Quelques jours après notre naufrage, une frégate s'approcha. À son bord, des dizaines de pirates. À sa tête, un certain Safran, accompagné de sa seconde, Aliénor. Cela faisait apparemment plusieurs semaines qu'ils nous suivaient et s'intéressaient beaucoup à un certain trésor de la cave. Or, il s'avère que je savais où se trouvait ce trésor. J'avais surpris quelques jours auparavant une discussion entre mes ex-lieutenants. Ces nigauds aimaient bien parler fort et montrer qu'ils existent. Enfin, existaient. Bref, j'assurais donc aux pirates que je les éminerais à ce satané trésor. S'ils nous laisseraient la vie sauve à moi et à mes camarades, s'ils promettaient de nous reconduire ensuite dans un port. Après ce qui venait de nous arriver, pourquoi ne pas faire confiance à ces bandits finalement? Avions-nous même vraiment le choix? En à peine quelques heures, nous arrivions à l'endroit que je leur avais indiqué, et la frégate s'engageait dans une petite cavité au niveau de l'eau, à l'intérieur d'une haute île rocheuse. Au bout de quelques secondes, le bateau heurta la fin du canal, et lorsque mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, je découvris la grande salle vide dans laquelle nous nous trouvions alors. Vide, c'était le problème. Si je ne trouvais pas de trésor ici, cet endroit deviendrait mon tombeau. Je pris donc les devants et entrepris d'explorer les recoins de cette immense pièce souterraine, à la recherche d'une petite pièce d'or ou d'un quelconque bijou que j'échangerais volontiers contre ma vie sauve. Mais après avoir fait quelques pas seulement, alors que je me retrouvais au milieu de cette immensité rocheuse, le sol se mit à trembler et un grondement sourd se fit entendre.
Les quelques pirates qui avaient décidé de me suivre et commençaient à descendre du bateau remontèrent rapidement. Des murs de pierre, partout autour de moi, s'arrachèrent dans un grand fracas d'énormes tentacules articulés, comme d'immenses cordages, de pierre ou de fer, ou de quelque chose entre les deux. Après quelques secousses, toutes tombèrent inertes sur le sol, une extrémité toujours attachée aux parois de la salle. Il y en avait des dizaines ou peut-être plus. Quelques secondes passèrent dans un silence de mort, puis une légère lueur dorée commença à apparaître sur ces mêmes cordages. D'un coup alors, les extrémités qui reposaient sur le sol se relevèrent et se dirigèrent à vive allure vers moi, comme volant dans les airs, comme un boulet que l'on vient de tirer au canon. Je ne pouvais les esquiver. Elles allaient m'atteindre. Plus rien. Le vide. Juste un bonheur immense et plein. Rien d'autre. J'étais heureux et c'était tout. Rien ne comptait plus. Était-ce à ça que ressemblait la mort? Non. J'étais pas mort, j'étais bien vivant. Vivant comme je ne l'avais jamais été. J'étais heureux, et c'était tout. Je me mis de nouveau à voir, à sentir, mais tout était comme brumeux, comme si j'étais loin de tout. Je sentais les cordages qui étaient entrés sous ma peau, mais qui étaient devenus comme une partie de moi. Je sentais le vide sous mes pieds. Je devinais les 10 mètres qui me séparaient du sol. J'étais heureux, et c'était tout. J'étais devenu le gardien du trésor de la cave, c'était logique. Tout cela devait se dérouler ainsi. C'était écrit, c'était censé. J'étais devenu son propriétaire. Non, j'étais devenu le trésor de la cave lui-même. J'étais heureux et c'était tout. C'est comme si je comprenais tout ce qui se passait, tout ce qui allait se passer. Comme si tout ce qui allait suivre était ma volonté profonde. Mais à la fois, pourquoi allais-je le faire? Mais en même temps, cette question avait-elle seulement un intérêt? Le trésor me parlait, je comprenais, je voulais faire. Je faisais puisqu'alors c'était pour moi la seule chose à faire. J'étais heureux et c'était tout. J'avais tellement de puissance au creux de mes mains. Était-ce donc ça le trésor de la cave? L'unique fait qui m'importait dès lors fut que personne ne trouve jamais cet endroit. C'est donc dans ce but que le trésor, que nous accordâmes la puissance qu'il fallait à la frégate de Safran pour défendre le mystère de la cave. Je vis, à travers le brouillard qui m'entourait, des centaines d'autres de ces cordages qui me retiennent, s'agripper au bateau pour en modifier l'aspect, afin de lui garantir vitesse et résistance. En échange de cette puissance dont nous le gratifions, il fallait que Safran suive nos instructions, qu'il parcourt les mers locales et empêche tous les indiscrets et les indignes qui voudraient s'approcher de moi, de nous, de mon trésor, du trésor. Le trésor de la cave restera à tout jamais. Mais ainsi donc, nous voilà tous réunis pour assister au grand final de cette histoire. Comment cette superbe quête va-t-elle se terminer? Malheureusement, ce trésor est à moi. Il n'y a rien à voir, rentrez chez vous. L'homme qui venait de parler avait la carrure de Pedro, le visage de Pedro, la voix de Pedro. Si l'on passe outre les veines dorées qui parcouraient son visage et des déformations multiples sur tout son corps, si l'on oublie la rage immense qui semblait habiter son être, cet homme était Pedro. Mais dans son ton, il y avait quelque chose. Je ne reconnaissais pas mon ami. Mais c'est hors de question que j'abandonne à quelques mètres de la richesse, hein. Tu nous donnes l'or, on repart bien gentiment et on te laisse t'amuser avec tes potes poulpes métalliques bizarres, là. Si c'est de l'or que vous êtes venu chercher, vous allez être déçus. Mais de toute façon, je vous ne laisserai jamais accéder au trésor. Il est trop grand, il est trop dangereux. C'est pour vous protéger que je dis ça. N'insistez pas. Repartez d'où vous venez, ou je devrais vous tuer. Donc là, il vient de dire qu'il nous tuerait pour nous protéger? Je vais me le faire. Mais je vais me le faire. Attends. Pedro, c'est moi. Tu me reconnais? Vinus. 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 Ce nom me dit quelque... Vinus? D'un coup, les traits de son visage devinrent plus humains. Son regard perdut de sa noirceur et j'eus l'impression de retrouver l'ami qui m'avait tant appris et qui m'avait accompagné à tant de moments de ma courte vie. Celui que j'étais venu chercher à l'autre bout du monde. Vinus était choqué. De mémoire, je ne l'ai jamais vu dans cet état de toute notre aventure. Il était là, droit comme un piquet, muet comme une carpe devant ce qui semblait être une connaissance à lui. Il a parlé de Pedro, je crois. Je peux pas oublier ce nom, depuis qu'on a appris que c'était sa motivation première quand on avait échoué sur l'île où on a trouvé Foka. Il nous avait utilisé pour le retrouver. Pour retrouver ça, une statue dorée qui parle, prise dans un millier de câbles tombant du plafond. Je n'ai pas le temps de finir ma petite description que, d'un coup, une foule s'amasse autour de nous. Des pirates. Des pirates dont j'avais bien peur de connaître le capitaine. Un homme assoiffé de violence et dévoré par sa haine. Le suspense fut de courte durée. Derrière nous, le cercle s'ouvrait et 2 personnes s'avancèrent, vêtues de bleu et de rose.
Eh bien alors, prêt à embrasser votre vocation de rongeur? Vous êtes fait comme des rats. N'essayez pas de chercher une sortie, il n'y en a pas. De l'espoir, il n'y en a plus. Mais des lames, une foultitude prête à s'enfoncer dans vos chairs. Derrière la bête, je voyais Aliénor en retrait. Elle me lançait un regard d'une rare compassion. Je comprenais qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour retarder l'inévitable. Une confrontation directe avec Safran. J'ai fait de mon mieux. Nous étions là, pris entre deux feux. D'un côté, Pedro, une créature qui n'a d'humain que sa forme, subjuguant Vinus pour des raisons qui me dépassent. De l'autre, Safran, plus que jamais prêt à en découdre. N'est pas tailleur qu'il veut, je plonge ma main à ma ceinture et sors ma lame de son fourreau. S'il n'y a pas d'issue, alors nous allons la tailler à grands coups de sabre dans la jungle qu'est l'équipage de l'Astre Tardif. À mes côtés, mon équipage. Bruce était déjà tapi dans l'ombre, prêt à bondir sur l'ennemi. Phocas s'était faufilé derrière eux. Milo, Lotus et Ariane construisaient déjà de quoi nous abriter et prendre l'avantage sur l'ennemi. J'entendais au loin Bill bramer de son instrument, héros de notre armée, intimidant les adversaires et faisant grimper notre détermination à gagner. Derrière moi, je voyais Vinus revenir à lui, relever la tête pour faire face à Pedro. La créature n'avait plus l'intention de discuter avec nous et semblait vouloir mettre son plan initial en application, nous faire disparaître de la surface de l'océan. Elle changea d'apparence dans un flash de lumière pour devenir ce que je ne saurais décrire. Je ne savais pas ce que c'était, mais je voyais une lame à sa main, et ça me suffisait pour identifier un danger. Vinus était prêt à se battre, nous l'étions aussi, alors ne perdons pas plus de temps. À l'assaut! Ouais! Je sautais en direction de Pedro. Si quelqu'un devait se battre avec lui, ce serait moi. Il faut que je le raisonne avant que quelqu'un le blesse. Je dégainai mon épée, mon adversaire fit de même. Quel idiot fais-tu? Ce ne serait même pas un meurtre que de te tuer. Ce serait un suicide de ta part. Et puisque tu as l'air de tenir à la mort, je vais te l'offrir. Mais enfin, Pedro, t'entends-tu parler? Il donna un coup sur la droite et essaya de frapper Destock sur la gauche. J'esquivais à chaque reprise, mais ses coups étaient adroits, et bien que mon escrime devait sûrement être l'une des meilleures de ses mères, l'emporter serait ici bien plus compliqué que prévu. J'avais en face de moi un lion, un prédateur des mers, Safran. D'aucuns diraient que la haine est aveuglante. Pour lui, ça ne semblait pas être le cas. Elle était son moteur, sa force, sa vivacité. Plus j'esquivais et plus il frappait fort, plus je bloquais et plus il frappait vite. J'étais comme une jeune pousse dans la tempête, le petit soldat sous un ouragan de lames. Je n'avais aucune ouverture. Il me laissait aucun répit et je commençais à compter les secondes de combat restantes. Ma lame s'émoussait trop rapidement. J'allais bientôt avoir du mal à couper un roseau tant le tranchant était abîmé. J'étais perdu. Peut-être était-ce là mon dernier combat. Un combat où je n'ai eu aucune chance. Où j'étais une proie, du début à la fin. Me rappelant que j'aurais dû passer plus de temps à l'entraînement qu'à naviguer vers des mirages de richesse. Je commençais à sérieusement m'épuiser. Je n'avais plus aucune notion du temps qui s'était déroulé depuis que ce combat avait commencé, et ma gorge était sèche, de la salive que je gaspillais à essayer de réveiller mon ami, des tréfonds noirs qui obscurcissaient sa pensée. « Pedro, je t'en supplie, laisse parler ton âme. Je te connais, tu n'es pas le monstre que tu fais paraître. Tu es l'homme que je crois apparaître au fond de tes yeux. » Mon âme est plus lucide qu'elle ne l'a jamais été. Toute ma vie j'ai obéi et j'ai espéré. Mais j'ai aujourd'hui une vraie raison d'être. Je fais quelque chose de bien. Ce qu'il disait voulait paraître apaisé, mais son visage était crispé par la haine. Allais-je vraiment pouvoir faire quelque chose pour sauver mon ami? D'un coup, du plat de sa lame, Safran me brise le poignet et mon sabre vole à quelques mètres. Il plonge vers moi, je roule sur le côté et esquive sa lame qui s'enfonce dans le sable. Je dégaine mon couteau, pendant qu'il extrait son arme du sol tel Excalibur. Les Anglais n'ont rien inventé. Il se jette vers moi dans un énième élan. Des fois, ne plus avoir d'arme peut avoir du bon. N'étant plus encombré de mon sabre, j'arrive à faire une esquive en longeant sa lame. C'est l'occasion inespérée. Ce n'est pas avec mon cure-dent que je vais faire grand-chose, mais au moins j'aurais porté un coup. Devant lui, je me sens tout petit, comme une fourmi face à un éléphant. Mais ce n'est pas ça qui m'ôtera ma détermination. De haut en bas, je plonge ma main dans son abdomen et l'entaille de toute sa hauteur. Mon coup n'est pas mortel, je le sais bien, mais il le déstabilise assez pour qu'à la fin de mon élan, je puisse me projeter de toutes mes forces dans sa mâchoire. Safran tombe à la renverse. J'entendis un cri et je vis les pirates de l'Astre Tardif courir tout autour de moi. Je me retournai un instant, d'abord inquiet de me faire attaquer. Mais non. Était-ce bien là ce que je croyais voir? Ils battaient en retraite. Aliénor ouvrait la marche, tous les suivaient. 4 hommes et femmes aidaient leur capitaine, apparemment touché, à marcher. Les uns après les autres, à reculons, la pointe de leur épée dans notre direction, le regard comme nous défiant de les suivre, ils disparurent dans l'obscurité dont ils étaient sortis quelques minutes plus tôt. Nous nous retrouvâmes seuls dans cette immense cathédrale de roches. Plus d'ennemis, le combat était terminé. Alors voilà, c'était la fin, nous avions gagné. Enfin je pouvais sauver Pedro. J'ai mal à la tête. Je suis à peu près sûr d'avoir cassé mon tricorne. Je risque d'avoir une belle bosse. Juste après que Safran ait chuté, des sbires à lui ont accouru, permettant à Bill et Bruce de reprendre du terrain.
L'équipage de l'Astre Tardif était complètement déstabilisé, Lotus et Malo les chassaient comme des mouches. Ariane s'empressait de fermer les accès pour nous assurer un espace de sécurité. C'est bon, on a gagné? Contre eux, ouais, j'ai l'impression. Ces lâches perdent un chef et nous quittent comme s'ils n'avaient pas de volonté propre. Félicitations tout le monde. Vous allez bien? Oui, ça va. Je crois qu'il y en a au moins 2 qui se sont pissés dessus. Notre plan a super bien fonctionné, ouais. Maintenant que nous étions débarrassés de ce problème, il fallait absolument que je rejoigne Vénus. Capitaine, attention! Je me retournai vers lui d'un éclair pour voir une immense ombre plonger vers moi. Celle-là, j'avais aucune chance de l'esquiver. Le temps s'arrête. Une des cordes métalliques, attachée au plafond, venait de s'en décrocher et fusait droit vers mon cœur. Elle allait toucher sa cible. J'étais épuisé, cloué au sol par la fatigue. Finalement, Safran avait peut-être gagné. Il avait correctement fait son travail, m'épuisant assez pour ce moment fatidique. J'allais mourir victorieux, au milieu de mes amis, sans voir le trésor ou effleurer la gloire, sans partager les effluves de festivités, sans voir le sourire de Vénus, avec qui je me suis embarqué dans une aventure finalement sans issue. C'était la fin. Son bras gauche était tombé à terre. De son épaule, du sang coulait à flot. Pirate était à genoux, face à Pedro, la tête relevée. Sur son visage, on lisait aisément la souffrance, mais dans ses yeux, il y avait encore l'air de défi qu'on lui connaissait bien. On sait tous les deux que tu ne feras rien. Il avait raison. Que pouvais-je faire? Ou Pedro mourait, ou c'était Pirate. Je regardais la scène se dérouler juste devant moi, sans pouvoir faire un pas, comme pétrifié. Aucun muscle ne voulait se mouvoir. Mes pensées se vidaient, mon corps tout entier avait comme cessé de fonctionner. Pedro leva son épée, son tranchant toisant du regard le corps mutilé de Pirate, à terre, qui allait d'un instant à l'autre accueillir la mort. Ce dernier ferma les yeux, il semblait serein. Un léger sourire éclaira son visage. La main de Pedro se crispa sur la poignée de son arme. Le coup fatal était imminent. Non! La pointe de la lame s'enfonça lentement dans son abdomen. Un long cri grave résonna dans toute la pièce. Son corps tomba inerte. Une larme perla sur ma joue. Je venais de tuer mon ami. Pedro était mort. J'étais allongé par terre, à 2 doigts de perdre connaissance. D'un coup, une force me relevait et j'étais droit. Cette force, c'était mon équipage qui accourait vers moi pour me relever. Je ne sentais plus mon bras gauche et je sentais quelqu'un y serrer quelque chose, comme un garrot. Je comprends pas vraiment comment j'ai échappé à la mort, mais je suis toujours là. Je lève mon regard vers Vénus et le vois à genoux auprès de Pedro, sans vie. Les câbles auxquels il était attaché se défaisaient de son corps. Un à un, il revenait au plafond. La marionnette se désarticulait à mesure qu'elle perdait son nom secret. J'ai l'impression que les câbles commencent à changer de couleur. Vénus relevait la tête et apercevait comme nous tous le plafond s'illuminer. Les câbles commençaient à briller d'une teinte dorée perçant les ténèbres de la caverne. Il semblait se mouvoir de nouveau. Peut-être cherchait-il un nouveau Pedro, un nouvel hôte, pour défendre je ne sais quel trésor. D'un coup, ils se tendirent et fusèrent dans notre direction. Cette fois c'était la bonne. C'était fini, nous allions tous devenir des statues dorées, des soldats mécaniques faits de chair et d'os pour protéger un trésor dont on n'a jamais vu ne serait-ce que la couleur. Les câbles sont à notre niveau et ils nous dépassent. 1, puis 2, puis 3 câbles fusent vers notre bateau. D'un coup, ils s'y accrochent. Des pores s'ouvrent sur la coque pour les accueillir. Le bois change d'une manière indescriptible pour former des petits trous sur lesquels viennent s'attacher les câbles. Bientôt, tous étaient connectés au bateau. Un doux liseré doré brillait depuis les interstices de la coque. Le bateau se met alors à gronder, un genre de corne de brume rauque et grave. Les cordages comme attachés au bateau, ce dernier commençait à émettre un grondement sourd. Les veines creusées dans le bois de la coque, et qui lui donnaient cet aspect si particulier, commencèrent à s'illuminer et prendre une teinte dorée. Le bateau tremblait tellement qu'on pouvait le voir bouger dans l'eau. Le mât qu'Ariane avait rafistolé pencha dangereusement avant de s'effondrer complètement à bâbord, arrachant au passage les voilures et finissant par se briser lorsqu'il toucha le sol rocailleux. Notre navire était emprisonné et maintenant détruit. Nous n'avions plus aucun échappatoire. Nous ne pouvions alors qu'assister, médusés, à cet impressionnant spectacle. Une trappe s'ouvrit au milieu du pont. Une sorte d'énorme tronc en sortit et s'allongea jusqu'à atteindre une vingtaine de mètres, comme on déplie le tube coulissant d'une longue vue, comme si un arbre venait de pousser en un instant. Au pied de celui-ci se trouvait un grand système en or, constitué de cercles imbriqués, ressemblant fortement à ceux que l'on peut trouver dans les académies de sciences, qui étudient les étoiles et les constellations. Un autre pilier plus petit apparut de la même façon un peu plus à l'avant, là où se trouve habituellement le mât de misaine. Nous avions
de nouveaux mâts. Des 2 mâts sortaient dans un grand fracas de grandes toiles dorées, brillantes, semblant réfléchir la lumière, et pavées d'un damier d'hexagones comme on peut l'observer dans les ruches d'abeilles. Celles-ci se tendirent d'un coup. Nous avions de nouvelles voiles. Sur les côtés de la coque, au niveau de la surface de l'eau et en dessous, apparurent d'énormes structures complexes en métal. Pirate avait raison. Le bateau était la clé. Tout semble être retombé. Plus de poussière, plus de tremblements, plus de bruit. Les câbles s'étaient détachés de notre bateau et il était de nouveau là, sur la rivière de la grotte. Je lançai un regard à mes comparses et voyais dans leurs yeux la même excitation que moi. Qu'est-ce qu'était devenu notre bateau ? Il a radicalement changé. Il semble sortir tout droit des cieux, des histoires bibliques que lisait le curé de mon village. Ariane était déjà sur le pont. Me reposant sur l'épaule de Bruce, je posais à mon tour un pied sur le bois illuminé. La sphère au milieu du pont, juste sous le grand mât, était magnifique. J'avais l'impression de pouvoir regarder le ciel à travers. J'y voyais une multitude de petits points lumineux, des nuages et des petites boules. Nous étions tous là sur le pont, à regarder ce qu'était devenu notre navire. Une cabine semblait même être apparue. Des espaces nous laissaient discerner l'intérieur de la coque. C'était donc pas qu'un bloc de bois incassable. Je me pressais d'aller vers la barre. Peut-être était-elle enfin devenue maniable ? Je donnais un grand coup vers la droite. D'un coup, tout se mit à trembler. Le bateau grondait. Il remontait tout seul la rivière de la grotte. Alors le soleil du petit matin apparaissait. Nous étions éblouis par l'eau brasante. Mes yeux finalement habitués à la lumière, j'avais l'impression d'être sur un très grand bateau. Autant la surface semblait lointaine. Les vagues étaient devenues toutes petites. On ne touche plus le sol! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe? Plus ça allait et plus le bateau montait. D'un coup, nous franchissions le plafond de nuages. Notre navire naviguait dessus quelques instants avant de continuer son ascension. Alors le ciel changeait progressivement du bleu au noir, une infinité de loupiottes s'allumaient, et quand nous regardions par-dessus bord, nous commencions à discerner l'horizon. Bientôt, nous distinguions la fin de l'océan, la fin des continents, une grande boule. Voilà ce que l'on voyait, une grande boule bleue dans l'infinité sombre. La sphère dorée au centre du bateau s'illuminait, tout semblait avoir pris vie. Les boussoles sur le pont pointaient de nouveau vers une destination, mais cette fois, ce n'était plus la course, et puis je sais même pas comment faire naviguer ce machin, il y a même plus de mer par terre, non c'est bon. Laissez-moi au moins le temps de me reposer un petit peu, disons une nuit de sommeil et on repart. Super tout ça, mais au final, pas plus d'or sur moi qu'au début de toute cette histoire. C'est vrai ça. Je suis pas certaine qu'on ait vraiment besoin d'argent là tout de suite. C'est vrai aussi. Mais ce qui compte au final, ce n'est pas forcément l'argent, mais plutôt les amis qu'on s'est fait en chemin, non? C'est l'aventure, c'est ce qui fait de nous des pirates, non? On a maintenant un tout nouvel océan, encore plus grand et encore plus majestueux à explorer. Et qui sait, peut-être y trouverons-nous de sublimes trésors et de nouveaux amis en chemin. Et un jour, peut-être, nous rentrerons à la maison. Ah bah, il est là, lui. Je l'ai trouvé, ma maison. Elle est avec vous, sur ce bateau. Nous étions tous différents, de par nos origines, notre histoire, nos valeurs ou nos souffrances, mais nous faisions partie du même équipage. Bill, Foka, Bruce, Ariane, Milo, Lotus. Ce n'étaient pas des marins d'élite, et ils n'étaient pas nombreux, mais cela me convenait. Plus que cela, j'étais heureux qu'ils soient là à nos côtés. La barre dans une main, le regard confiant, à mes côtés mon meilleur ami, pirate. En face, l'inconnu. Quelque part, une nouvelle aventure.